Fighting Noise, a non-noise podcast. En lançant No Noise, je suis l'un des seuls à investir sur la thèse verticale du bruit de la pollution sonore. Mais le bruit touche de multiples verticales. Que ce soit à travers la mobilité, le BTP, l'industrie ou la vie sociale, il y a un point commun central, l'immobilier. Aujourd'hui, dans Fighting Noise, je reçois un spécialiste de l'immobilier, ancien VC, mais toujours investisseur, également auteur de plusieurs livres, et désormais aussi entrepreneur tech dans l'IMO, la data et le bruit. Je vous présente Robin Rivaton. Salut Robin. Bonjour Julien. Merci beaucoup d'être là. On va reparler de tous ces sujets ensemble. Mais première question déjà, est-ce que tu trouves que le bruit est un sujet qui est suffisamment pris au sérieux dans cet univers de l'immobilier? Le bruit, c'est une nuisance qui malheureusement est relativement invisible et donc dans le secteur de l'immobilier comme dans d'autres secteurs, le bruit passe un peu inaperçu puisqu'on a cette capacité assez forte qu'a notre cerveau de filtrer le bruit. Alors on continue d'en subir les effets négatifs, mais on finit par l'oublier et c'est que quand on enlève, on passe en switch off le bruit, qu'on se rend compte en fait du volume sonore d'une pièce. Et c'est vrai que les bruits d'infrastructure, les routes, les voies ferroviaires, y compris les villes, on a depuis longtemps, spécifié ce problème du bruit. On l'a catégorisé, on l'a qualifié avec des problèmes, des retards d'apprentissage, des difficultés de sommeil, l'augmentation des maladies cardiovasculaires. À l'intérieur du bâtiment, c'est moins vrai. Alors il existe des normes, notamment en normes de construction, ou Mhm. des normes de qualité de vie au travail qui imposent un certain niveau de bruit, mais on peut dire sans être trop pessimiste qu'elles sont pas toujours très bien respectées et qu'elles sont parfois à des niveaux un peu hauts ou en tout cas facilement atteignables et qu'elles mériteraient possiblement d'être un peu durcies ou renforcées. Ça fait plaisir de pouvoir parler, échanger avec quelqu'un qui a déjà travaillé cette thèse du bruit et pas mal d'informations. On va reparler de tout ça. Mais commençons par le commencement. Peux-tu te présenter, Robin? Donc Robin Rivaton, moi je suis entrepreneur, je suis le président d'une société qui s'appelle Stonal. Stonal, c'est une plateforme de gestion de la donnée pour les grands propriétaires d'actifs immobiliers. Je suis également le cofondateur de Viviscus, une deep tech qui fabrique les premiers silencieux aéroliques donc pour les réseaux d'aération efficaces dans les basses fréquences. On aura l'occasion d'y revenir. Je suis un ancien investisseur puisque j'avais fait une partie de ma carrière en venture capital, investissant sur un segment dit de la smart city, notamment dans sa dimension bâtimentaire, donc la PropTech. Et à côté de cette carrière, j'ai toujours beaucoup écrit. Donc j'ai 7 ouvrages, un 10 avec les rééditions diverses et variées, donc une dizaine d'ouvrages à mon actif. J'ai la chronique tech du magazine L'Express, magazine français L'Express, depuis maintenant 6 années. Et voilà, et je connais très bien le monde de l'immobilier, pour lequel je suis administrateur d'un certain nombre de grands groupes de ce secteur-là et surtout pour lequel j'ai beaucoup participé à l'élaboration de la politique publique en matière d'immobilier. On va pouvoir parler justement de régulation. En entendant tout ton parcours, on imagine que tu as 70 ans, donc j'invite ceux qui écoutent le podcast sur Apple Podcast ou Spotify à passer sur YouTube pour voir qu'en fait Robin est beaucoup plus jeune qu'il en a l'air quand on entend l'étendue de son parcours. Bravo pour ça et cette dynamique. Robin, commençons peut-être par la partie investissement. Ex-VC, tu l'as dit, tu étais chez Xange, chez Euraseo notamment. Est-ce que le bruit, c'est un VC case? Alors oui, juste pour la précision, chez Xange, j'étais membre du comité des investisseurs du fonds, donc j'étais pas opérationnel dans D'accord. le fonds. Chez Euraseo, effectivement, Idinvest puis Euraseo, j'étais investisseur opérationnel. Est-ce que le bruit est une thèse d'investisseur? La réponse est plutôt non, pour différentes raisons assez évidentes. D'une part, c'est un problème, comme je l'ai dit, qui est souvent caché, donc Mhm. il faut d'abord réussir à le mettre en lumière ou à le démasquer avant de susciter cette capacité du client à se dire qu'il a un besoin. D'autre part, beaucoup des solutions sont des solutions hard tech, donc hardware, et à ce titre-là, elles vont
elles vont requérir des investissements sur lesquels, alors même si les choses changent un petit peu aujourd'hui, dans la réalité, il y a eu toujours et il y a encore un prisme aux actifs immatériels et donc notamment au software dans les tests de VC. Et après, les clients sont des clients assez compliqués à aller chercher, soit des collectivités territoriales, des municipalités, des acteurs publics, ce que n'aime pas beaucoup le venture capital, ou le monde du bâtiment, de la construction, et là aussi un univers euh, qui n'est pas l'univers classique elle et de la croissance rapide. Donc aujourd'hui, le bruit n'est clairement pas identifié comme un thème de venture capital, même parmi les thèmes naissants, parce qu'évidemment, il y a des très très gros juggernauts, quoi, des très très grosses catégories dans le VC, mais il y en a des plus petites, il y a des gens qui ont des fonds très thématiques, très étroits, et je pense, après, peut-être que je me trompe, mais je pense que tu es l'un des seuls à aujourd'hui vraiment officier sur cette catégorie-là. Et pourtant, je pense que la catégorie en tant que marché sous-jacent, elle est relativement profonde. Est-ce que tu penses que la régulation peut changer ça pour augmenter l'intérêt des investisseurs? Alors, en se focalisant d'abord sur la partie VC. Ouais, ouais, alors la régulation évolue, hein, dans le sens d'un durcissement des réglementations s'imposant au bruit. Donc ça, c'est ce qu'on observe sur longue période, c'est très clair. Ça reste assez hétérogène par pays. Par exemple, on n'a pas de réglementation unifiée de l'Europe, hein, en la matière, alors qu'on a beaucoup de réglementations unifiées de l'Europe dans beaucoup de secteurs, mais pas dans celui-ci. Et on a beaucoup, encore une fois, comme je le disais, des réglementations qui sont des objectifs plus que des choses qui sont réellement contraignantes, parce que on voit bien que c'est difficile de mesurer le bruit. C'est déjà en soi, c'est quelque chose de subtil. Il y a des fréquences, il y a des longueurs d'onde. On n'est pas tous sensibles de la même façon au bruit en tant qu'individu, hein. On réceptionne le bruit de manière assez différente. On est tous sensibles de manière assez différente, et donc tout ça fait que l'élaboration d'une réglementation euh, très strict, très uniformisé, très organisé, n'est pas évident, et donc en faire un aiguillon de la croissance de certaines sociétés qui offriraient des réponses ou des solutions pour satisfaire la réglementation n'est pas non plus gagné d'avance. Mais oui, je pense qu'à long terme, on va vers des environnements où on se rend compte que la pollution sonore est une pollution au même titre que d'autres externalités de la vie humaine, des sociétés humaines, et donc on va avoir des réglementations qui se durcissent. Je vois que tu as commencé ta carrière chez ADP, aux aéroports de Paris. Donc là aussi, il y a une problématique de bruit qui est importante. Euh, mais tu as fait énormément d'immobilier. L'immobilier, justement, est l'un des secteurs les plus réglementés. Et tu le disais pourtant, il y a des réglementations qui sont relativement soft et facilement atteignables. Euh, Aujourd'hui, tu es le fondateur et président de Stonal et tu travailles dans l'immobilier principalement sur les notions de data. Alors, peut-être dans un premier temps, repitcher Stonal un peu plus en détail, tu l'as cité rapidement. Et la question qui vient avec, c'est finalement, le bruit est-il une data que l'on mesure réellement? Voilà, et je te laisse peut-être commencer par Stonal. Ouais, alors Sodal, c'est une société créée en fin 2017, début 2018, qui est commercialise et développe une plateforme de gestion de la donnée patrimoniale, donc bâtimentaire, pour le compte des grands propriétaires. Les grands propriétaires actifs immobiliers connaissent très bien leurs locataires, puisqu'à la fin du mois, c'est quand même ceux qui payent les loyers, mais ils connaissent assez mal leurs immeubles, parce que tenir à jour la donnée sur les immeubles, c'est un travail de fourmi. Et quand on a 2, 3 immeubles, ça marche. Quand on en a 10, 100, 1000, évidemment, consolider ces données, c'est compliqué. Donc on a développé une plateforme qui permet notamment d'extraire automatiquement l'information qui est déjà contenue dans des documents. C'est-à-dire que tous les grands propriétaires actifs immobiliers, ils ont beaucoup de documents. Ils font déjà beaucoup de relevés sur site, d'audits techniques, de diagnostics de performance énergétique, de sécurité incendie, d'amiante, de plomb. Enfin bref, ils passent déjà beaucoup de temps à dépenser de l'argent dans ces audits. Mais ces documents sont des documents un peu morts parce qu'en fait, une fois qu'ils l'ont, ils cochent la case, mais ils savent pas en utiliser la donnée, qui est une donnée non structurée. Et donc nous, on a développé des algorithmes qui savent
classifier ces documents et les extraire les informations pertinentes à l'intérieur. On fait la même chose avec les plans et donc on permet de recréer une base patrimoniale pour le compte de nos clients et de cette base patrimoniale, de cette base bâtimentaire, ils vont avoir deux gros cas d'usage qui est la conformité réglementaire, très gros, très important pour les propriétaires actifs immobiliers, et des plans pluriannuels de travaux, très gros sujet également, puisqu'ils dépensent beaucoup d'argent dans l'investissement dans les travaux. Donc voilà ce qu'on fait. Aujourd'hui, Stonal s'est déployé sur 200 millions de mètres carrés, donc c'est un très gros acteur européen sur ce sujet-là. Et, euh, et on continue de croître assez rapidement. Donc nous, on mesure pas de la donnée chaude telle que pourrait Ouais. être le bruit. On travaille vraiment sur de la donnée qu'on va dire froide, de la donnée patrimoniale qui peut bouger, mais qui en fait est relativement figée. C'est-à-dire que je peux remplacer une fenêtre par un autre type de fenêtre, mais pendant que j'ai ma fenêtre, je change pas de toutes les millisecondes. Je mesure pas les consommations d'énergie. Je mesure pas toute cette dimension data, la data vivante de l'immeuble. Et le bruit pourrait en faire partie. Aujourd'hui, ce dont on souffre, ou en tout cas dont on manque dans l'immobilier et qui explique une partie du retard de l'immobilier, c'est que dans beaucoup d'industries, on a mis des capteurs. À plein d'endroits, je prends l'exemple souvent des transports en disant bah, quand on badge son ticket à l'entrée du métro, bah, c'est un acte, même si c'est pas un capteur actif, c'est un capteur passif et on Mhm. envoie de la donnée qui est structurée, organisée et digestible par un système d'information centralisé. Dans l'immobilier, on a très peu ça. On a parfois des systèmes de badge, mais qui sont pas très organisés. On a très peu de capteurs sur la qualité de l'air intérieur, sur le niveau de bruit d'un immeuble et autres, d'un bureau. Et bah, c'est un peu ce qui fait défaut dans cette industrie, c'est que comme on a peu de données, on cherche pas beaucoup à l'organiser, la travailler, la comprendre. Pour revenir à notre sujet du bruit, il pourrait être très pertinent de coupler à des capteurs, comme je disais, de qualité de l'air intérieur, par exemple, des Mhm. capteurs de bruit, parce que je dis ces deux valeurs parce qu'elles ont souvent un comportement opposé, c'est-à-dire que là où on veut renouveler l'air intérieur, évacuer du CO2, des calories ou de la poussière, bah, on laisse passer du bruit. Parce que évacuer de l'air dit pompe Ça génère. ou Ouais. ouverture vers l'extérieur, une ventilation naturelle ou ventilation artificielle. Et quand on a ces deux objets-là, bah, on fait rentrer du bruit à l'intérieur d'une pièce étanche qui est un bâtiment ou une voiture ou un train ou une soucoupe volante. Euh, et donc, ces valeurs-là, on les mesure très peu en réalité dans l'univers du travail. Après Covid, on avait un peu mis l'accent sur la mesure du CO2. Donc, les gens se sont rendus compte qu'ils étaient dans des environnements où il y avait des concentrations carbone, en fait, en réalité, dioxyde de carbone extrêmement élevées, et qu'au bout d'un moment, bah, ça finit par amoindrir la performance, parce que quand on se balade avec Si, des niveaux de CO2 très élevés, bon, on si a ce n'est moins que moyen. l'innovation qui est sortie de ça, c'est que les gens ouvrent plus la fenêtre. Alors, ce qui en soi, c'est très bien, en effet, d'aérer les pièces. Je suis en Allemagne et j'ai lu il y a pas longtemps un article sur la différence entre la France et l'Allemagne sur la notion d'ouverture de la fenêtre et d'aération de la pièce, des grosses différences culturelles. Malgré tout, en termes d'innovation, il y a peut-être d'autres choses à apporter. Je reviens sur un point. On va revenir sur l'air parce que c'est en plus une spécialité. On va reparler de Vibiscus. Sur le point de la donnée chaude et de la donnée froide, et tu parles de données patrimoniales. L'investissement sur le bruit dans l'immobilier est souvent lié à la question, est-ce que cela va me permettre en tant qu'investisseur immobilier d'améliorer soit mon taux de remplissage si je suis sur l'immobilier de bureau, soit d'augmenter la valeur de mes biens immobiliers. Tu considères que la donnée chaude n'a pas cet impact sur la valeur d'un bien, la valeur d'un asset immobilier? Elle commence à l'avoir, la donnée froide, hein, déjà, hein, parce que ce dont on se rend pas compte, c'est que même cette donnée un peu froide, statique, figée, on l'a assez partiellement ou marginalement dans le secteur immobilier, et que les gens qui travaillent beaucoup sur cette donnée-là, ils l'ont plutôt dans une optique d'amélioration de leur performance interne, donc de leur mode d'organisation, que dans une logique transactionnelle. Et nous, nos clients qui investissent le plus sur la maîtrise de la donnée froide, ce sont des gens qui vont avoir des horizons de détention très longs. Donc des gens qui vont peu vendre en réalité. Et donc Mhm, ils ne font pas cet investissement dans une optique de dire ça améliore la valeur de mon immeuble. Ils le font dans une optique de dire ça me permet de réduire mes coûts mhm. internes d'entretien, d'investissement, voilà, autres. Le,
Donc ça, c'est un premier point. Et après, la question de la donnée chaude sur l'immeuble, après, elle est très liée au profil de l'occupant. Donc en fait, en réalité, elle a peu d'impact sur la valeur puisque elle est très aléatoire en fonction du profil. Alors évidemment, un immeuble qui consomme beaucoup, qui serait mal conçu et qui consommerait beaucoup, on le voit assez vite, mais ça se sait et ça a déjà une valeur, hein. Aujourd'hui, hein, on le voit sur l'immobilier de logement en France, mais pas que dans les autres pays qui ont adopté ce qu'on appelle le diagnostic de performance énergétique ou le Energy Performance Certificate, l'EPC. Les pays qui aujourd'hui ont des DPE ou des EPC faibles, ont un impact médiocre, ont un impact négatif sur la valeur du bien. Donc cette corrélation existe déjà sur la question de la consommation, puisqu'on est bien conscient que la consommation, de toute façon, c'est un prix futur du bien immobilier. Mais en immobilier, il y a un sujet qui est la déconnexion entre l'occupant et le propriétaire. Et le Mhm. propriétaire, à la fin, il peut réussir à trouver un locataire pour un immeuble pourri et c'est pas lui qui va payer les factures. Donc c'est un peu un sujet important, c'est que on a un peu cette déconnexion et aujourd'hui on a des propriétaires qui ne trouvent pas un intérêt massif et immédiat dans la maîtrise de la donnée, dans un impact. Tu as créé Stonal en 2022? Alors Stonal a été créé en 2017-18, début D'accord, 2018, et moi j'ai rejoint la société en tant que dirigeant en début 2022, donc on d'accord. va dire 3 ans après sa création. Donc je corrige, tu en es le CEO, président, mais pas Pas le pas le fondateur. fondateur. Le fondateur s'appelle D'accord. Michel Tolila et c'est un entrepreneur qui l'a créé effectivement en fin 2017. En 2022, quand tu as rejoint Stonal, la démocratisation de l'IA et des usages d'IA ont aussi changé énormément l'utilisation de la donnée. La donnée dite morte, comme tu l'indiques, est une donnée qui devient dynamique à travers ce qu'on appelle un RAG notamment. C'est un pivot qui a déjà été réalisé au sein de Stonal, de réussir à, à générer une base de données dynamique et interrogeable. Alors nous, on avait commencé l'optique de dire on va utiliser votre base documentaire morte, comme je dis, mais figée, statique, inutilisée, non Mhm. structurée en réalité, pour en faire une donnée structurée. L'idée était plus ancienne que les LLM, donc les modèles de langage étendu qui ont un peu pris le monde un peu en grande vitesse à partir de novembre, du 30 novembre 2022 et l'introduction de ChatGPT. Donc nous, on avait déjà commencé à utiliser des transformers qui sont les ancêtres des LLM, hein, donc des Mhm. modèles comme BERT et autres, qui étaient des modèles développés par Google, qui étaient la génération en fait grosso modo avant les LLM. On avait des résultats qui étaient pas mauvais, mais qui étaient pas non plus exceptionnels. Il faut pour réussir à réussir avec ces modèles-là, il fallait des très très gros volumes de données. Et donc il y a toujours un peu un effet œuf et poule, c'est-à-dire que vous voulez montrer aux clients que vous êtes capable de traiter leurs documents et en même temps en fait vous avez besoin de leurs documents pour entraîner le modèle. Donc, et les LLM ont apporté quelque chose en plus. Nous, on fait deux opérations. On fait une opération de classification et une opération d'extraction. Sur la classification, les LLM n'ont pas apporté grand-chose. On fait ce qu'on appelle une vectorisation, donc Mhm. ça, c'est assez indépendant des modèles de LLM. Mais par contre, sur l'extraction, les LLM sont très puissants. Alors, ils ont un peu cette limite, c'est que un LLM, il fonctionne jamais à 100%. Donc, c'est jamais noir ou blanc. C'est toujours un dégradé de gris. Et donc, il faut accepter l'idée que le LLM va ramasser des informations. Ces informations, il faut ensuite les retraiter. Et donc, je donne un exemple très simple pour l'illustrer. Quand vous faites un diagnostic amiante, par exemple, à la fin, vous avez une conclusion dans le diagnostic. Cette conclusion, elle est écrite, c'est 3, 4, 5 lignes. Euh, Si vous voulez transformer, le LLM va extraire la conclusion, va extraire la phrase entière, mais si vous voulez transformer ça en une data pure, c'est-à-dire booléenne, oui, non, ou oui, non, peut-être, dans votre data stack, ça vous nécessite de faire un travail de raffinage quelque part entre l'extraction du LLM et ça. Et cette valeur-là, elle est très liée à votre compréhension du besoin métier. Et c'est pour moi aussi c'est ce que j'ai déjà beaucoup expliqué, mais l'IA n'est pas qu'une performance technique, c'est un outil. Donc en fait, tout le monde a accès à ces outils désormais, et les gens qui sont capables de comprendre le fonctionnel,
la Mmh. verticale d'un secteur spécial, ils ont toute leur place et leur chance parce qu'en réalité, la valeur, elle est pas dans l'extraction. Il y a 50 modèles qui sont capables d'extraire correctement une phrase, une conclusion d'un rapport amiante, mais elle est dans comment je comprends ça et je le traduis dans un modèle de données. Et l'appliquer dans des actions, Totalement. corrélées, au niveau notamment au niveau des de tes clients, en l'occurrence chez Sonal. Je reviens sur ton parcours une seconde. Tu étais, donc, VC, investisseur, tu as été rentré au bord de pas mal de belles entreprises, je peux citer, Electra, par exemple, Cabine dans le d'ailleurs qui avec aussi un lien avec le son, mais tu aussi tu es passé vraiment entrepreneur avec Sonal en tant que CEO et tu as cofondé une entreprise qui s'appelle Vibiscus. Alors avant de repartir sur Vibiscus, pourquoi ce switch de l'investisseur à l'entrepreneuriat tech? J'ai adoré, le métier d'investisseur, hein. C'est un métier extrêmement intéressant, parce que ça offre l'occasion de rencontrer des gens, qui arrivent avec, des projets dans lesquels ils ont mis toute leur énergie, tout leur enthousiasme, et donc de rencontrer des gens formidables. Mais je savais que, je voulais à un moment créer mon propre, projet. Donc c'était quelque chose que j'avais au fond de moi depuis très longtemps et dont je savais que je finirais pas entre guillemets «investisseur». Hem Et donc après, j'avais déjà, créé quelques sociétés, alors plus des side projects que des très grosses boîtes, mais quand même des side projects qui certains existent toujours et qui sont toujours des beaux side projects, on va dire. Mmh. Donc j'avais, vraiment, cette envie au fond de moi et donc, ben, Stonal a constitué une très, très belle opportunité pour, se lancer. Après, c'est jamais évident parce que le métier d'investisseur est très confortable, surtout dans un grand fonds. Donc, ça demande bah, plus vous y restez, moins vous vous êtes prêt à franchir le Rubicon. Hem, mais heu, mais voilà, je savais donc Obstona a constitué une belle opportunité et de même pour Hibiscus qui était un projet qui me tenait beaucoup à cœur. Peut-être en 2 secondes pour expliquer comment Ah, vas-y. on s'est lancé. En fait, moi, j'ai été mentor des promotions RISE du CNRS. Donc le CNRS, à chaque année, ce qu'il appelle les promotions RISE, c'est des chercheurs entrepreneurs. Mmh. Et donc, ben, le CNRS me présentait tous ces chercheurs entrepreneurs, et dans l'une de ces promotions, j'ai trouvé on s'est rencontré avec un chercheur, en l'occurrence Gaël Maten et puis on a, on a décidé de cofonder ensemble cette société. Donc, voilà, une rencontre, vraiment une très belle techno sortie de la recherche publique française et qui après, entre une techno et un produit, il y a un monde. Il y a entre une techno et un produit, entre un produit et un marché également. Mais Ouais, pitch-nous, bien sûr. Vibiscus, pour ceux qui ne connaissent pas encore, ça reste une jeune entreprise créée en Ouais, 2021, je crois. bien sûr, bien Vas-y, sûr. que fait Vibiscus? Ouais, créé en septembre 21, donc à peine 3 ans et demi. Vibiscus conçoit et développe les premiers silencieux pour les réseaux aérauliques, donc les réseaux d'aération, qui sont des silencieux efficaces dans les basses fréquences et compacts. Aujourd'hui, on sait qu'un des gros problèmes, c'est pour ça que je disais le bruit, ça veut pas dire grand-chose en soi. Le bruit, c'est plein de bruit, plein de problèmes à l'intérieur du problème du bruit. Et l'un des problèmes principaux du bruit, c'est les basses fréquences, puisque les hautes fréquences et même les moyennes fréquences, on les traite plutôt efficacement avec de la mousse. Et les basses fréquences, on bute dessus depuis toujours. Donc on a développé plein de choses. On a développé le contrôle actif, qui marche très bien dans des cas d'usage très précis comme les oreillettes. Ça marche pas très bien. On a développé les métamatériaux, dits résonateurs de Helmholtz, qui peuvent aussi avoir leur utilité dans certains cas, mais qui fonctionnent pas dans tous les cas de figure. Ben le Hibiscus, ben, résout ce problème-là, puisqu'en fait, nos silencieux, qui sont des silencieux adaptables, hein, qu'on peut venir plugger sur un système de ventilation standard de 10, 15, 20 centimètres et demain de plus en plus des systèmes un peu plus gros qui peuvent aller jusqu'à 1 mètre, 2 mètres de diamètre. Mais bon, le gros du marché, il est quand même sur les gaines standards. Nos silencieux, on peut les plugger et les silencieux ont cet effet d'être efficaces dans les basses fréquences. Donc on va dire là, le spectre entre 550 et 200, 300 Hertz, Mmh. et d'avoir un coefficient d'absorption Proche de 1. exceptionnel là-dessus, puisqu'on va atteindre, avec une compacité d'une vingtaine de centimètres, on va atteindre
une dizaine de décibels. Donc, quelque chose qui marche très bien, très bien. Alors, je vous renvoie vers la vidéo pour voir l'objet. En le décrivant en audio, c'est un cadre, j'allais dire un anneau, mais finalement, ça va dépendre de la gaine dans lequel il est mis en place, qui va venir prendre le flux d'air et en enlever la vibration qui va générer ce bruit. Arrête-moi si je me trompe sur Non, le, mais c'est sur le exactement descriptif. ça. C'est un anneau d'une vingtaine de centimètres de largeur qu'on va pouvoir de longueur, pardon, qu'on va pouvoir plugger sur ces gaines-là. L'air va continuer de circuler librement, hein. On a un coefficient de chute de charge très très faible puisque l'air continue de circuler librement, mais on va absorber les basses fréquences dans ce flux d'air Pour avec quel un use case? mécanique. Pour quel cas d'usage? Pour quelle industrie notamment? Alors, beaucoup le monde du bâtiment et plus particulièrement du bureau et des laboratoires, donc dans lesquels aujourd'hui on va avoir des personnes que les employeurs vont payer assez cher et donc pour lesquels la qualité de vie au travail va être un enjeu. Et donc aujourd'hui, dans ces espaces-là, vous pouvez entendre souvent un bruit de ventilation. C'est Mhm. exactement ça. C'est vraiment, il faut imaginer que dans ce bâtiment, vous avez sur le toit ou au sous-sol une énorme hélice, en général plusieurs, qui s'appelle une centrale de traitement de l'air et qui va brasser l'air pour s'assurer qu'il y ait une circulation de l'air qui soit cohérente à l'intérieur du bâtiment. Encore une fois, c'est très important et c'est très bien. Et donc cette hélice, quand elle fait ça, elle fait des bruits, notamment des bruits basse fréquence, et ces bruits vont se réverbérer un peu dans le système de ces grosses gaines que tout le monde a vues, hein, recouvertes d'alu ou en métal. Le bruit va se réverbérer et vous allez en général les entendre beaucoup de gens peuvent en parler, hein, dans des bureaux, dans les salles de réunion, puisque les salles de réunion, comme on a des espaces qui sont clos, puisqu'on les met souvent au centre de l'immeuble, pour des raisons assez simples, hein. Les immeubles de bureaux ont une trame de 16 à 20 mètres de large. Vous voulez que les bureaux des gens aient du premier jour, donc vous les mettez sur les bords. Au centre, au cœur de l'immeuble, vous les mettez du second jour, donc vous avez des salles de réunion. La salle de réunion, elle n'a pas d'ouverture naturelle sur l'extérieur, donc elle n'a pas de ventilation naturelle. Donc vous avez une ventilation qui est purement mécanique ou artificielle. Et là, vous entendez un bruit un peu sourd, qui est vraiment le bruit basse fréquence que beaucoup de gens connaissent, hein, qu'on a tous entendu. Donc ça, c'est le cas d'usage principal. On a un cas d'usage similaire dans l'industrie. Dans l'industrie, vous avez beaucoup, une usine, c'est un endroit où tournent des moteurs, tournent des pompes, des souffleries. Vous devez aspirer des, gra- des trois cas d'usage de l'aération, c'est toujours le CO2, donc le renouvellement de l'air intérieur, les poussières, parce que vous travaillez dans le bois, le béton, peu importe, vous avez des Oui. aspirations de poussière, et les calories. Il fait chaud quelque part, vous avez un moteur qui tourne, ce qu'il vous faut, c'est de l'air pour éviter que la température de l'espace dans lequel est compris le moteur ne finisse par devenir prohibitive et dérégler le moteur. Vous devez donc faire une ouverture sur l'extérieur. Dans ces trois cas de figure, vous devez faire circuler le bruit et en faisant circuler l'air, pardon, et en faisant circuler l'air, vous faites Faites circuler circuler le le bruit. bruit, que ce soit à l'intérieur, à l'extérieur. Euh, et donc ça vaut pour le bâtiment. Je disais les transports, c'est un autre gros marché pour nous en plus du bâtiment, de l'industrie, le transport. Le militaire, c'est très drôle parce que c'est l'inverse. C'est-à-dire qu'en fait, vous devez permettre à ce que les gens à l'intérieur de l'habitacle respirent, mais vous voulez pas que le bruit sorte. C'est l'inverse Mhm. dans l'autre, vous voulez pas que le bruit rentre, mais là, vous voulez pas que le bruit sorte. Et donc, vous voulez évidemment que le bruit l'air qui va sortir vers l'extérieur soit dépourvu de toute signature acoustique, parce que, évidemment, que ce soit un tank, un avion, un sous-marin. Donc voilà un peu, je dirais, les quatre grands marchés. On travaille, nous, sur le réseau aérolique, c'est-à-dire que notre technologie ne fonctionne pas pour des espaces entiers, donc on va pas créer des murs, on va pas isoler des salles de concert, même des bureaux pour enlever le bruit Mhm. des interactions entre les gens dans le bureau, hein. Ces sons-là, nous, on ne sait pas les traiter. Nous, on travaille vraiment sur les réseaux aéroliques. Donc c'est niche, mais en même temps, c'est un gros marché, hein. Il y en a C'est pas partout. si Donc, niche Ouais, voilà. c'est niche quand on pousse le sujet, mais des réseaux aéroliques, il y en a absolument partout dans tous les bâtiments. Une Vous travaillez voiture, une principalement en voiture a un réseau rework. aérolique, hein. Des prises Vous d'air tra- d'une voiture, c'est Ouais, un tout à réseau fait. aérolique.
Avec, pour le coup, d'ailleurs, une ingénierie très particulière sur le monde de la mobilité et sur les véhicules. Vous travaillez en rework, c'est-à-dire que vous travaillez sur des bâtiments déjà construits, sur de l'optimisation déjà en usage, ou déjà sur de l'installation à la création du bâtiment, et notamment avec les properties sur des bâtiments à sortir de terre. Les deux fonctionnent en greenfield ou en brownfield. Évidemment, il paraît un peu plus simple de travailler sur du bâtiment à construire. Mhm. Mais encore une fois, là, on rentre dans les problématiques de qui est responsable. Et en fait, le mieux est de travailler quand quelqu'un a un problème. Et donc, souvent, quelqu'un a un problème, c'est quand le bâtiment est déjà en exploitation, qu'il y a déjà un occupant. L'occupant constate que dans son bureau, dans sa salle de réunion, dans son open space, il y a un bruit basse fréquence. Et là, à ce moment-là, l'occupant est prêt à investir une certaine somme pour se débarrasser de ce bruit-là, hein, sachant que le, les pays les plus avancés sur le bruit, je pense à la Suisse, aux pays scandinaves, ont qualifié ce qu'étaient les investissements maximum qu'ils étaient prêts à mettre par employé. En Suisse, on est sur un peu moins de 1000 francs suisses par Mhm. décibel par employé. Donc c'est des sommes non négligeables. Après, c'est encore une fois on va dire le nec plus ultra en termes de pays et de rapport à l'acoustique avec les pays scandinaves, mais c'est des chiffres qui sont intéressants parce que et le problème n'est pas que les dB, donc c'est encore une fois, on rejoint le problème initial qui est de dire le bruit c'est une science qui est peu connue, donc on, on simplifie beaucoup le bruit autour de la notion de dB. C'est un sujet plus complexe que ça. En fonction de là où vous allez intervenir, des niveaux de fréquence, il y a des sujets, des problématiques qui sont différentes. Mais voilà, ça Ouais. permet d'avoir un ordre de grandeur. Donc, c'est des investissements qui sont non négligeables dans les budgets qualité de vie au travail des entreprises. Je fais le lien avec deux épisodes, un qui est sorti juste avant Pâques avec Thomas Redenschauber, qui est le fondateur d'une entreprise qui s'appelle Seven Bell et qui fait des caméras acoustiques qui permettent d'identifier le bruit. Donc c'est exactement le use case que tu dis, être capable de scanner une salle de réunion et de comprendre d'où vient le bruit. Donc là, j'imagine très bien une personne utiliser cette caméra, identifier que le bruit vient d'une gaine d'air, de passage d'air autour d'une salle de réunion, et ensuite arriver vers Vibiscus comme solution à ce constat. Après Pâques est sorti un épisode avec Pascal Van Dort de la société Rockfon, et notamment qui expliquait exactement ces cas d'usage et le niveau de décibels. On dit souvent qu'à partir de 80 décibels, le niveau devient plus que gênant. Il crée une gêne physique sur l'oreille, un dommage. Mais finalement, même à 40 décibels en permanent, 40-50 décibels en permanent, en fonction de la typologie de bruit, ça peut être gênant. Et Pascal, dans l'interview, racontait une anecdote où il était lui-même, forcément étant très très à l'écoute de tous ces bruits, dans un hôpital avec un niveau de décibels très élevé. Ils avaient mis un distributeur d'eau dans une pièce, et je vous laisserai réécouter l'épisode pour ceux qui veulent, parce que l'anecdote est assez drôle, mais les distributeurs d'eau avaient un bruit extrêmement gênant. Bien sûr qui n'allait pas au-delà des 40-50 décibels, mais qui provoquait un bruit, une réelle gêne. Et donc, ce qu'on appelle la psychoacoustique, et donc il faut traiter les cas d'usage en fonction non pas que du niveau sonore, mais de la capacité de perception. Du ressenti, on avait travaillé, nous, on avait fait un travail autour des respirateurs artificiels, un objet qui était malheureusement devenu très à la mode avec Dans le le Covid. sujet du Covid et des arrêts respiratoires qui s'étaient passés pour une partie des gens qui étaient malades du virus. Un respirateur n'a pas un niveau sonore délirant, mais en permanence, ce niveau sonore à côté de l'oreille d'un patient qui est en coma, quand on a un respirateur, souvent on est mis en coma artificiel, ça crée des nuisances en fait, et donc ça a un impact sur la qualité de vie et sur la qualité du traitement. Donc oui, c'est pas que le niveau, c'est vraiment le ressenti aussi par rapport à ça. Pour finir sur Vibiscus, j'ai compris les use cases. Est-ce que tu peux me donner quelques métriques pour comprendre dans quel stage, quelle phase se trouve Vibiscus actuellement? Comme je l'ai dit,
ça a été 3 années pour passer de la techno de labo au produit. Aujourd'hui, c'est 10 personnes, encore principalement des chercheurs, mais on a une vraie bonne équipe et en deuxième partie d'année, on lance notre premier produit, donc celui que je décrivais. Le On silencieux. a le silencieux pour les réseaux aérolyques, installable, pluggable par n'importe qui sur une gaine déjà existante. Donc voilà, on arrive vraiment au niveau de maturité après avoir déjà rodé ce produit avec des installations plus spécifiques ou plus custom chez déjà pas mal Ok. de Vous avez testé grands les noms. prototypes et vous commercialisez à partir du deuxième semestre 2025 auprès de Déjà vendu, de en ces fait, clients. installé ces prototypes chez pas mal de gens, mais plus dans une démarche pas de co-développement, mais d'installation un peu plus spécifique, custom. Et là, on lance vraiment un produit certifié avec un niveau de performance atteint, et donc et surtout une chaîne de production prête à répondre à cette demande, hein. Ce qui est toujours important, c'est que là, créer la demande, on a peu de doute sur le fait qu'elle existe, puisqu'on l'a dit, hein, le problème il est assez bien identifié. La question qu'il y a derrière après, c'est ce qu'on peut y répondre. Et aujourd'hui, on a mis en place toute cette chaîne de production industrielle avec un niveau de qualité. Donc oui, très Et, excitant. et en termes de financement? C'est une société qui a été relativement autofinancée, donc on a fait rentrer un investisseur il y a 2 ans maintenant. On avait fait à cette occasion un tour de 2 millions d'euros dilutifs et non dilutifs. Mhm. Donc voilà, ça a été une société qui, comme je l'ai dit, a déjà commercialisé, donc a déjà généré des revenus et donc a réussi à se financer aussi par ça. D'accord. On l'a dit, hein, Super. c'est une thèse. Le bruit, c'est pas la thèse la plus sexy pour les investisseurs. Et nous, on est parti du principe qu'il fallait que cette société démontre son marché assez rapidement. Et donc là, on a hâte de voir les premiers métriques en termes de première traction commerciale pour possiblement retourner voir les investisseurs une fois qu'on aura commencé à démontrer cette appétence du marché. Je prends cette dernière réponse pour clôturer cette partie de questions-réponses. Merci beaucoup, Robin, pour tes réponses et on va partir sur une seconde partie de discussion. Merci. Robin, merci pour ces échanges. Passons sur la partie discussion. Et alors, moi, j'aimerais comprendre. On l'a dit plusieurs fois, le bruit, c'est pas une thèse d'investissement classique. Et en effet, pour répondre à ta question tout au départ, No Noise est en effet à ma connaissance en tout cas le seul véhicule étant spécialisé sur cette verticale du bruit. Euh, Dans l'immobilier, quand même, il y a énormément de thèses il y a énormément de sujets autour du bruit. Il y a énormément de cas de figure et de la valeur. Chez Vibiscus, tu parles de ça. Alors, c'est intéressant. J'aimerais qu'on revienne sur ces chiffres. Tu parles 1000 francs suisses par décibel par employé en Suisse. Tu as plus d'infos sur d'autres marchés européens pour comparer un peu. Là, c'est un beau pays, un beau marché pour le Bon, bruit. voilà, encore une fois, je l'ai dit, hein, c'est peut-être l'un des pays qui est le plus avancé en la matière, qui a le plus réfléchi à ces sujets-là, qui a des coûts du travail les plus élevés au monde aussi, donc qui est prêt à investir assez Ouais. considérablement dans ses salariés. Aujourd'hui, on sait très bien que le gros du marché n'est pas aussi sophistiqué dans ses analyses et n'est même pas à ces niveaux-là de prix si jamais s'il devait mener ses propres analyses. Donc, c'était pour donner un ordre de grandeur. Aujourd'hui, on n'a pas d'autres points de comparaison. On regarde ça. Après, on passe pas non plus notre vie à Oui. étudier ces sujets-là. Du macro. Non, non, j'ai pas d'autres éléments factuels et chiffrés à donner sur. Parce que le marché suisse est assez évolué par rapport à ces sujets autour de l'environnement, du développement durable, de l'humain notamment. Je prends un autre exemple qui est l'électrosensibilité et l'électromagnétisme. En Suisse, et si on compare par exemple avec l'Allemagne, le marché voisin, il y a énormément de réglementation par rapport aux antennes 4G, 5G et à leur diffusion. Et si on prend les normes suisses partout en Europe,
ça va énormément augmenter la régulation. Maintenant, on refait le parallèle sur le bruit. Ça va nécessiter énormément d'innovation pour revenir à ces niveaux réglementaires. Est-ce que tu crois que la Suisse, c'est l'Europe en 2030, 2035? Ils ont une avance sur tous ces sujets-là? Ou est-ce que finalement, ils sont un peu fous et beaucoup trop orientés sur l'humain? Moi, je crois à cette orientation. Je pense que dans 10 ans, on se dira, c'est dingue les conditions dans lesquelles on vivait il y a 20 ans. Comment on se disait ça avec le CO2 aujourd'hui? Ouais, je suis assez, je partage ton optimisme. Je pense qu'aujourd'hui, on va vers une prise de conscience de plus en plus forte de ces sujets-là. Après, on sait aussi que toute norme a des effets sur la compétitivité et qu'on est Mhm. quand même à une ère de concurrence accrue entre les différents blocs. Et donc, on voit bien aussi les initiatives pour parfois dérégulé, et donc faut être conscient de ça aussi. Mais je partage ton optimisme en ce sens que l'avenir, est-ce que c'est dans 10, 15, 20 ans, 30 ans, 50 ans, ça c'est difficile à réellement définir, mais je pense que nous aurons une réflexion, une prise de conscience sur le bruit et donc des normes qui devraient suivre là-dessus en disant effectivement le niveau de bruit dans lequel on était contribuait largement au niveau de stress et donc aux maladies cardiovasculaires associées à ça. Et est-ce que tu penses que l'investissement qui ne doit pas venir des VC, puisqu'on n'est pas sur un VC case, comme on dit, on n'est pas sur une scalabilité, parce on ne vend pas les premiers mois à tous les copains start-up et scale-up, comme on fait un SaaS B2B, ou un agent IA pour revenir en 2025. Euh, Malgré tout, il y a de l'investissement. Est-ce que tu penses que les assurances ou réassurances, les acteurs gouvernementaux, les institutions devraient investir plus par rapport à ce sujet-là, parce que c'est un sujet qui est un peu délaissé. Il y a des associations qui aident, qui travaillent le sujet, mais dans les notions de développement durable, d'écologie, le bruit est encore un sujet qui est relativement délaissé. Est-ce que tu penses que là, il y a aussi des acteurs publics qui devraient prendre leurs responsabilités par rapport à ce sujet? Est-ce que c'est déjà le cas? Comment tu vois ça? Acteurs publics, je sais pas, et je pense que les acteurs publics travailleront plutôt sur l'aspect normatif. Après, je pense que du point de vue des assureurs, comme tu le disais, et notamment des gens qui assurent la santé des travailleurs, le risque socio-professionnel, la qualité de vie au travail, c'est certain que c'est un angle d'approche qui devrait se déployer parce qu'on a vu on les a vus travailler sur sur des angles parfois assez et élargir progressivement de la simple santé physique ou de l'assurance de la maladie pour aller vers des choses plus préventives autour du bien-être psychologique, de l'activité sportive, enfin bref, la nutrition. On voit qu'il y a eu des initiatives qui ont étendu progressivement le champ d'action, d'action peut-être pas, mais de prévention et de Mhm. sensibilisation de ces assureurs des risques socio-professionnels. Et je pense que assez naturellement, ils vont arriver vers le bruit. Et encore une fois, la question c'est quand. Cette question-là, elle reste encore à trancher, mais je suis assez convaincu qu'on s'y dirige. Donc finalement, j'entends à travers ton expérience en tant qu'entrepreneur, notamment dans le bruit, dans l'immobilier beaucoup, et ton passé d'investisseur, euh, une forme d'optimisme mesuré. C'est que ça va évoluer, mais à quelle échelle, à quel niveau d'exigence et de rapidité. Un gros point d'interrogation par rapport à ça. Et je pense qu'il y a aussi des éléments conjoncturels en ce moment qui fait qu'on ne peut pas savoir finalement est-ce que ça va être, comme tu dis, une thèse à 5 ans ou à 50. Euh, pour moi, il y a un enjeu important sur convaincre les investisseurs immobiliers qui ont l'argent, qui ont le problème, le besoin, mais le problème qui n'est pas suffisamment douloureux pour être pris en charge. Je discutais avec un très gros investisseur immobilier, euh, à titre personnel, un entrepreneur à succès qui a énormément investi dans l'immobilier, il me disait, c'était en mars 2025, j'ai investi des millions d'euros chaque année dans les sujets autour du bruit dans le bâtiment. Et pour le coup, on me propose les mêmes solutions depuis mes débuts dans l'immobilier, puisqu'il y a très peu d'innovation. Tu montres avec Viviscus, et j'ai interviewé dans ce podcast beaucoup d'innovateurs. Mais est-ce que tu as peut-être
des innovations à mettre en avant, à part Vibiscus et Stonal, des innovations à mettre en avant qui permettraient à ces investisseurs immobiliers de voir que oui, il y a des choses positives qui sont en train de se passer. Là, au débeauté, non, j'ai pas en tête, mais je sais qu'il y a beaucoup de gens qui travaillent sur des choses intéressantes. Après, la question, c'est toujours là, encore une fois, le dilemme entre l'investisseur et l'occupant. Le problème, il est chez l'occupant. Donc évidemment, Ouais. l'investisseur, il a un intérêt à avoir un occupant satisfait, hein, c'est ce qui assure le remplissage de ses immeubles, et plus les immeubles de bureaux sont vides, plus il a intérêt à avoir des occupants heureux. Mais on est toujours un peu dans cette dualité, cette dichotomie entre dire, mais voilà, ok, le problème, il n'est pas à moi de le gérer, il est à être géré par l'occupant. Donc c'est effectivement un peu cette dualité qui rend complexe de savoir à qui on veut et on doit parler en priorité. Euh, et, euh, et puis après, le problème de la mesure et de la définition du problème, parce que, comme on l'a dit, on n'a pas encore des mesures très standards de ce problème-là. Donc donner des moyens aux occupants, aux Pour utilisateurs finaux qualifier finalement, avec les offrants, donner les moyens de qualifier le problème pour ouais. remonter en bottom-up, remonter aux propriétaires, aux properties, le problème et essayer de maximiser tout ça. Je pense voilà, il y a pas mal de sujets abordés, mais on va pas faire une discussion trop longue. Je te remercie énormément pour le temps que tu as accordé à ce podcast, Robin. Est-ce que alors, tu es auteur? Est-ce que tu as un ouvrage en particulier à recommander à nos éditeurs autour? T'as pas écrit sur le sujet du bruit, peut-être que ça viendra, je Non. ne sais pas. On refera un épisode à ce moment-là. Mais est-ce que tu as un ouvrage en particulier à recommander? Peut-être l'un des tiens et puis un ouvrage d'un autre auteur. Bah, pour recommander l'un des miens, le dernier, Sourions, nous sommes filmés, qui est une réflexion autour de la façon dont les progrès Cybersurveillance. assez incroyables des technologies de captation de l'image et du bruit, quelque part, en tout cas du son, et de leur traitement de manière automatisée vont redéfinir la notion de privacy dans l'espace public, puisqu'en réalité, on va de plus en plus aller vers un univers où tout ce qui sera dans l'espace public va appartenir au registre du filmé et de l'analyser. Et donc, voilà, la privacy va plutôt refluer vers l'espace individuel ou privé que vers cet espace-là. Il est sorti en poche il y a 1 an et demi, donc il est On mettra le facilement lien dans trouvable. le descriptif de Et, l'épisode. et pour un autre auteur, qu'est-ce que j'ai lu récemment qui est très bien? Tu poses une colle, donc Non, là mais je vais c'est très sécher. bien. Ça donne d'un côté humain. Robin Rivaton, auteur, entrepreneur tech, investisseur, entrepreneur tech en tant que cofondateur de Vibiscus et en tant que CEO de Stonal, qui aujourd'hui a une très belle croissance. Heureusement, tu n'as finalement pas autant de temps que ça pour lire des nouveaux livres. Ça me Exactement, rassure. malheureusement, Ça me montre et qu'il y a quand même une limite. papa de 2 petites filles, et Et donc papa de deux petites filles. voilà, ça Voilà. finit Donc, d'achever de compléter la semaine. voilà, ce qui nous rassure, c'est qu'en effet, tu ne lis pas 10 ouvrages par semaine en plus de ça. Donc, comme quoi, tout le monde a une limite, c'est très bien. Comment te contacter en cas de questions particulières Vous pouvez facilement me trouver sur d'opportunités? LinkedIn, voilà, sur LinkedIn, très facilement, et je réponds. La meilleure preuve, c'est que C'est vrai. nous avons fait connaissance sur LinkedIn, donc voilà. Très bien. Oui, oui. Comme ça donnera les opportunités de rencontres. Donc, n'hésitez pas à contacter Robin. Pareil, je mettrai ses coordonnées sur les descriptifs de l'épisode. Merci Robin. Merci à tous d'avoir Merci à écouté cet toi. épisode. Si vous avez apprécié, n'hésitez pas à donner 5 étoiles sur votre plateforme d'écoute préférée ou à suivre Fighting Noise sur YouTube et à partager et à commenter au maximum. Si on veut lutter contre le bruit, il faut s'y mettre à plusieurs. Donc merci par avance de votre soutien et très bonne journée à tous. À bientôt. Bonne journée.